Dégringolant d'un ciel maussade, la neige balayait une étroite route de campagne dans ce qui 7 ans auparavant était l'état du Missouri. Un cheval pie, une vieille bête au dos concave mais pas moins vaillante et courageuse pour autant, tirait un petit chariot de fortune bâché d'une toile vert foncé, tout rapiécé, étrange croisement entre un chariot de pionnier et une caravane. La structure était en bois, mais les essieux étaient métalliques et les roues munies de pneus. Initialement, la bâche en forme de dôme était une tente 4 saisons à 2 places que l'on avait tendue sur une armature de lattes de bois incurvée. Sur les flancs, on avait peint en blanc la légende « Chapiteau ambulant » et au-dessous, en lettres plus petites mais triomphantes, « Magie, musique et mesurez-vous au Méphisto masqué ». D'épaisses planches servaient de siège et de repose-pied au cocher, qui était emmitouflé dans un épais manteau de laine commençant à craquer sérieusement aux coutures. Les bords de son chapeau de cow-boy ployaient sous le poids de la neige et de la glace, et il était chaussé de vieilles bottes usées. Il portait des gants, accessoire indispensable pour se protéger des cruelles morsures du vent, et avait enroulé une grande écharpe à carreaux autour de son visage. Seuls ses yeux, dont la couleur oscillait entre noisette et topaze, et une étroite bande de peau tannée et creusée de rides étaient exposés aux éléments. L'attelage avançait lentement dans un paysage enneigé, de forêts denses et noires d'arbres dépouillés. On apercevait parfois d'un côté ou de l'autre de la route une bâtisse, grange ou ferme, effondrée sous le poids d'un hiver qui durait maintenant depuis 7 ans. Les corbeaux que l'on voyait donner sans conviction 1 ou 2 coups de bec par-ci par-là dans la terre gelée constituaient les seuls signes de vie. Quelques mètres derrière le chariot cheminait une importante silhouette vêtue d'un long manteau gris ample et qui faisait lourdement crisser la neige sous ses bottes. L'homme gardait les mains enfoncées dans les poches de son pantalon de velours marron et sa tête était entièrement recouverte d'un passe-montagne noir aux yeux et à la bouche bordée de rouge. Il avait les épaules voûtées sous les bourrasques et les jambes douloureuses de froid. À 3 mètres de lui suivait un fox terrier au pelage blanc de neige. Bonjour, bienvenue par ici et merci à toi de passer dans le coin. Avant de commencer à proprement parler du bouquin, cette vidéo est la partie 2 d'une vidéo qui est offerte depuis fin juillet sur ma chaîne, dont le visionnage est grandement recommandé avant le visionnage de celle-ci. Je te mets le lien de la vidéo dans la description ainsi que dans le petit i par là, si ça t'intéresse, ou sinon il va te manquer une case. Tu me diras, ça nous fera un point commun. Aujourd'hui, je vais te parler du 2e tome et dernier tome de Swan Song, sobrement intitulé La glace et le feu, qui n'est pas véritablement un 2e tome, puisque dans sa version originale américaine de 1983, ce n'était en réalité qu'un seul et même ouvrage. Donc intitulé La glace et le feu, à ne pas confondre avec le premier qui s'appelle Le feu et la glace. Attention, attention, c'est vraiment différent. Ça va, t'as la bougeotte. Les 2 tomes sont parus simultanément en France aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture en 2023 et ce 2e tome fait exactement 537 pages et demie. Soyons précis. Qui dit 2e tome dit que certaines choses changent et d'autres pas. Ce 2e tome est toujours traduit par le brillant Jean-Charles Khalifa. Et la couverture est également signée de Bernard Catou qui a encore une fois fait un travail de dingue. Je te les mets les deux à côté. Ça en jette. Après, tu aimes pas, c'est pas grave, moi j'adore. Et comme c'est moi qui les ai payés avec mes deniers, au fond, Robert McCammon est toujours un auteur américain, n'a pas changé. Donc il est connu et reconnu depuis les années 80 pour ses œuvres fantastiques et d'épouvante. Il a souffert de la comparaison avec d'autres de ses confrères, notamment un certain Stephen King, et bien qu'ils aient un grand respect mutuel, les deux estiment qu'ils ont une manière d'approcher le métier qu'est d'écrivain, le métier de conteur, qui est radicalement différente.
Robert McCammon a été engagé dans sa jeunesse dans un journal pour lequel il était chargé de rédiger les textes publicitaires. Porté par l'ambition d'écrire des histoires, il s'adresse à son rédacteur en chef qui lui répond « Tant que je travaillerai ici, tu n'écriras pas d'articles ». Ah ben, il a le pif pour trouver de futurs talents, celui-là. Bref, il abandonne son job de journaliste et il se met à l'écriture et là, succès. Jusqu'en 1992 où il abandonne le métier d'écrivain après que son roman, Zephyr Alabama, ait été refusé par son éditeur parce qu'il ne contenait pas d'éléments fantastiques. Finalement, le roman a été publié, mais chez un autre éditeur. Il revient en 2002-2003 avec un thriller historique et le premier tome d'une saga littéraire qui tourne autour du personnage de Matthew Corbett, saga littéraire aussi connue sous le nom de Le chant de l'oiseau de nuit, qui à ce jour contient 9 tomes. Mais uniquement les 2 premiers ont été traduits en français et sont plus publiés. C'est fini. Voilà. Donc si tu veux les lire, soit tu en trouves un exemplaire d'occasion vendu par un vautour, comme d'habitude, soit tu fais comme moi, tu vas te faire foutre. Bref, on en est là. C'est parti. Nous sommes 7 ans après les événements du premier tome et on retrouve Josh, Swan ainsi que Rusty quelque part dans les États-Unis, plus précisément dans ce qui était autrefois l'État du Missouri. Ils continuent leur exploration à la recherche d'un endroit sûr où ils pourront se mettre à l'abri en pratiquant une activité professionnelle que l'on pourrait qualifier de saltimbanque. On ne peut pas réellement dire que rien n'est changé, déjà ils sont épuisés physiquement et moralement, et surtout comme la plupart des survivants à l'apocalypse nucléaire qui a plongé la Terre dans une ère glaciaire, ils ont développé de très nombreuses tumeurs sur leur visage qui durcissent et prennent l'apparence d'un masque. Plusieurs noms sont donnés à ces excroissances, ça peut être la marque de Caïn ou encore le masque de Job. En tout cas, peu importe le nom que tu lui donnes, dans tous les cas, c'est hyper douloureux. Et même si ces excroissances s'approchent un peu trop des yeux, ça peut même rendre aveugle. Et ça donne un aspect monstrueux. Après, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, un visage infesté de multiples tumeurs qu'elles finissent par n'en former plus qu'une, boursouflé et dur comme du bois, ce n'est pas monstrueux pour tout le monde. À Monaco, c'est la norme. Notre groupe aperçoit une ferme qui semble occupée à peu près au milieu de nulle part. Il décide de s'y arrêter pour demander l'asile. Mais la population semble devenue folle, impossible pour eux de savoir en avance si les intentions de ses habitants vont leur être favorables ou pas. Et il n'est pas question de prendre le moindre risque. Swan est beaucoup trop importante. Josh et Rusty décident de s'adresser aux habitants de cette ferme et en attendant, Swan attend dans la grange. Je te la fais courte, mais la rencontre se passe bien. Pendant que Josh et Rusty se réchauffent un petit peu au coin du feu, Swan aperçoit au bout du jardin un vieil arbre solitaire, un vieux pommier isolé. Josh et Rusty finissent par sortir de cette ferme et retrouvent Swan au pied de l'arbre, la paume de la main posée sur l'écorce. Swan rentre se mettre au chaud. Mais elle l'a senti, une sensation de démangeaison, des petits picotements. Cet arbre pleure, il crie même. Mais s'il souffre, c'est qu'il est encore en vie, à moins qu'elle n'ait tout imaginé. Avant d'attaquer mon avis à proprement parler, je vais juste commencer par faire un constat qui est très personnel. Il s'est écoulé des mois avant que je ne me lance dans la lecture du tome 2, et ma première réflexion a été de me dire « Ah, je regrette, j'aurais dû le faire plus tôt. » Parce que j'ai eu un réel plaisir à retrouver les personnages de Swan, Josh, Sister, et même les antagonistes, le colonel McLean et puis Roland, enfin, pas pour les mêmes raisons, c'est surtout parce que j'étais curieux de savoir ce qu'ils allaient devenir. Mais j'ai pris un vrai plaisir à retrouver ces personnages. Et en plus, c'est plutôt futé l'endroit où c'est coupé, puisque là, tu attaques directement 7 ans après les événements du premier tome, donc ça fait pas répétition. Donc j'étais content de replonger dans cette histoire, et je me disais, j'ai été con de ne pas le faire plus tôt.
Et finalement, en y repensant, peut-être pas. Je crois que j'ai attaqué ce deuxième tome à un moment où j'étais content d'avoir laissé s'évaporer un petit peu l'intrigue du premier, mais pas suffisamment pour que je n'échoue sur les rivages de l'île de... On parle de quoi déjà? J'ai eu un vrai plaisir à découvrir et redécouvrir certains éléments, mais à aucun moment je ne me suis senti largué. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que peut-être que si je les avais enchaînés, je serais rentré dans l'état d'esprit de me dire « Eh, c'est bon, Swan Song, j'en ai soupé, maintenant ça me saoule ». Swan Song est un roman post-apocalyptique fantastique, d'une très grande ambition et d'une justesse absolue. En ce qui me concerne, les deux parties de cette œuvre, prises comme une seule, forment un véritable coup de cœur. J'ai absolument tout aimé, et la plume de Robert McCammon, accompagnée de la traduction de Jean-Charles Khalifa, qui ne démérite pas, est sans commune mesure pour te transmettre les émotions de l'horreur réelle et de l'espoir. Imagine une réalité qui est « tu dois vivre dans un monde qui t'est totalement hostile. Tu dois survivre comme tu peux. » Et là, au milieu de l'obscurité, il y a une lueur d'espoir. Un espoir simple qui pourrait améliorer la situation dans laquelle tu vis. Mais voilà, cette lueur d'espoir, elle est infime. Et tous les mots couchés sur le papier te démontrent que cet espoir, il est d'une beauté absolue, mais il est également extrêmement fragile. Quand les éléments se combinent pour rendre tout cela possible, la beauté est alors sublimée. Et à l'inverse, quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, c'est profondément dramatique. Et c'est ainsi que ça m'a véritablement touché lorsqu'un personnage mange une pomme. Dit comme ça paraît ridicule. Mais ceux qui l'ont lu savent très bien de quoi je parle. Cette histoire, c'est les montagnes russes entre les avancées et les désillusions, et à chaque fois c'est intense. Les survivants ont fini par se regrouper pour former des groupes. Il y en a qui sont régis par la force et la violence, d'autres par un dogme extrémiste pseudo-religieux, et d'autres plutôt sous la bienveillance et l'entraide. Forcément, ça donne un aspect très manichéen au récit. Et c'est normal. C'est normal parce que je crois que c'est la nature humaine qui est comme ça. La description que fait Robert McCammon de la nature humaine, et là tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, eh bien je la trouve plutôt réaliste. Bien sûr, c'est poussé à l'extrême parce qu'on est dans un récit de fiction, et que si tous les personnages étaient mi-figue, mi-raisin, très vite on se ferait chier, hein. Il y a des personnes dans ce récit qui, dès lors que la situation s'empire, eh bien ils se réjouissent. Et ça, je suis désolé, je trouve que c'est quelque chose auquel on a assisté à travers toutes les crises traversées par l'humanité au cours de l'histoire. Ces gens qui ont cherché à se démarquer en répandant le chaos. Ces personnes qui se sont mises en avant au travers d'affirmations qui ne faisaient que rendre la situation déjà compliquée encore plus dramatique, quitte parfois à faire dans la désinformation. Et c'est là où Swan Song pose un constat sur la société qui est malheureusement intemporelle, c'est que ce genre de travers, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ils ont pris le visage de mouvances complotistes, politiques, religieuses, philosophiques, mais il y en a, et ce qui est affligeant là-dedans, c'est qu'ils ont toujours eu des adeptes. En prenant un peu de recul et en faisant preuve d'une once d'humilité, eh bien la description de la société dans Swan Song, elle sonne terriblement juste, et ça fait peur. Autre point, je n'ai pas ressenti de longueur. Bien que ce bouquin fasse plus de 530 pages, ce qui est assez miraculeux quand j'y pense. Même les phases plus contemplatives m'étaient absolument indispensables pour m'immerger dans ce monde détruit. Et je suis même parfois tombé de haut parce que ce deuxième tome se passe 7 ans après le premier. Donc, l'horreur de ce que les personnages ont à traverser est devenue leur réalité ordinaire. Et il y a même quelques fois où cet écart entre ma réalité, qui doit ressembler grosso merdo à la tienne, et celle des personnages de Swan Song m'a foutu une véritable baffe. Pleine gueule. Et comme si ça ne suffisait pas, étant donné que la Terre est plongée dans un hiver sans fin, eh bien les corps restent. Ils ne se décomposent pas. Et tu sens bien que où que tu regardes, ce sera forcément morbide, comme un rappel permanent à l'inconscience liée au genre humain et aux effets indéfectibles des décisions qui ont été prises 7 ans auparavant. J'avais rapproché Swan Song du roman Le Fléau de Stephen King et clairement je maintiens. C'est proche par certains points mais pas suffisamment identique pour que ça ne puisse pas être plaisant de découvrir les deux. Ce deuxième tome de Swan Song, si je dois le rapprocher de quelque chose que je connais, je pense à Mad Max Fury Road, version hiver. Mad Max Fury Road de George Miller, que j'adore,
Mais dans Swan Song, il y a un scénario. J'adore sincèrement ce film. Mais clairement, c'est pas l'histoire la plus complexe qu'il m'ait été donné de découvrir. Un dernier point sur l'aspect fantastique de cette histoire. Il est présent, indéniablement. Mais ne t'attends pas à avoir toutes les explications. Pour le coup, tu es comme les personnages, il y a des choses qui te dépassent. Il y a des forces en action qu'il t'est impossible de comprendre et qui ne seront jamais expliquées. Et les personnages, ils n'en savent pas plus que toi. Donc mon conseil, fais comme eux, laisse-toi porter. Donc je ressors de Swan Song en ayant absolument tout aimé et en n'ayant que des points positifs. C'est ambitieux, c'est parfois profond, c'est créatif, c'est beau, c'est dramatique, c'est dense sans être étouffant, bref, c'est bluffant. Est-ce que je te conseille Swan Song de Robert McCammon? Bien évidemment, oui, parce que quelle aventure! Si tu aimes les récits post-apocalyptiques, fantastiques, alors je pense très sincèrement que tu pourrais adorer Swan Song. Et si tu n'aimes pas, eh bien tu n'as qu'à te mettre à aimer et à les lire quand même. Voilà, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Évidemment que cela donne envie de lire Zephyr Alabama, même si je sais que je dois m'attendre à totalement autre chose, donc ce n'est pas non plus dans la priorité du moment. Peut-être un jour, mais c'est pas prévu. Et de toute façon, ma pile à lire ressemble à une cathédrale, donc s'il y a une catastrophe nucléaire au moment où j'ai la tête dedans, c'est possible que je ne m'en rende même pas compte. C'est vrai que c'est assez dense, mais le fait que ce soit coupé en deux, eh bien ça peut permettre de souffler, et je réinsiste là-dessus, en plus c'est coupé en deux à un moment où c'est intelligent de couper en deux. Bref, Swan Song c'est 12,50 € par tome, 25 € les deux, magnifiquement bien dépensé en ce qui me concerne. C'est tout pour cette fois, mais c'est déjà pas mal. Si tu as lu Swan Song de Robert McCammon, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire. Tu peux également réagir à cette vidéo si tu le souhaites, ou alors dire tout ce que tu voudras dire. Petit rappel, le challenge lecture à vos livres, La tête dans les étoiles, édition 2025, va être lancé le 1er février. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur Discord. Je veux remercier aussi toutes les personnes qui ont partagé leur pile à lire sur les différents réseaux sociaux. Un grand merci également aux créateurs de contenu qui ont partagé ce challenge sur leur chaîne YouTube. Il y a Ténébris Somnia, Les Chouettes Lectures d'Orine et Dark Régal, et également Mamarène YouTube, surnom affectueux bien évidemment, Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny, qui doit faire beaucoup de jalousie avec son écharpe. Magnifique. Tout ce monde-là, câlin collectif. Avec le chat. N'oublie pas, doute de moi et de tout ce que je t'ai raconté, c'est important. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!